Bonsoir Jacques. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Avec plaisir. Non, c'est un plaisir de vous voir. Vous êtes sénateur du Cantal, donc vous n'êtes pas très souvent à Paris puisque vous êtes très souvent dans vos terres, mais vous êtes surtout un des premiers élus à avoir rejoint Emmanuel Macron, à un moment où personne n'y croyait. Pourquoi vous y avez cru? C'est peut-être et même certainement le contact que j'ai avec le terrain, avec mon territoire. Et moi, j'ai senti depuis plusieurs années que nous avions vécu des quinquennats qui avaient laissé beaucoup de méfiance, beaucoup de difficultés chez nos concitoyens et qu'il était indispensable d'avoir autre chose. Mais vous êtes élu du PRG, du Parti radical gauche, le plus ancien parti de France. C'était quand même pas écrit que vous vous retrouviez, vous, en ce jeune homme qui n'a absolument pas le même parcours, qui ne se reconnaît pas dans les vieux partis politiques, qui veut les détruire. Vous nous dites que c'est parce que vous êtes ancré dans votre territoire. Là non plus, on n'a pas franchement l'impression qu'Emmanuel Macron, lui, soit profondément ancré dans les territoires. Donc il y a un paradoxe là-dedans. Il m'a fait le plaisir de venir au mois de septembre à Aurillac. Je l'ai amené dans une petite commune rurale où il a rencontré des exploitants agricoles. Il a su leur parler, il connaissait bien leurs problèmes et je crois qu'il ne faut pas avoir d'a priori, d'idées préconçues. Nous avons affaire avec Emmanuel Macron à quelqu'un, je crois que c'est reconnu, qui est d'une intelligence supérieure, qui a la caractéristique d'être à la fois bienveillant et d'être un homme d'autorité. Et les deux choses ne sont pas incompatibles. Tout de même, cette France dont vous parlez, justement, elle n'a pas voté Macron. Pas beaucoup moins que la France des villes. Écoutez, mon département... Oui, votre département l'a mis en tête dès le premier tour. Qui est très rural, a voté pour Emmanuel Macron. Et en deuxième, François Fillon. Oui. Donc vous êtes... le Cantal est un paradoxe. Oui, mais l'Aveyron alors est un paradoxe, la Corrèze est un paradoxe, le Lot est un paradoxe. Mais globalement, il y a toute une France qui se sent abandonnée, cette fameuse France périphérique. Il y a évidemment de gros problèmes par rapport à ce sentiment d'abandon qui existe même dans nos départements qui ont voté très largement pour Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a quand même une différence. La France rurale n'est pas monolithique. La France urbaine n'est pas monolithique. Je crois simplement que nous avons eu affaire au sentiment chez nous que choisir Emmanuel Macron, c'était aller vers... de l'espoir par rapport à une vision totalement négative de ce qu'est notre pays. Il y a une volonté de transformation dans ce pays, mais une volonté de transformation qui n'a pas envie de brutalité. Comment on articule les deux ? Écoutez, je crois que ce qu'a fait Emmanuel Macron ces derniers mois, c'est justement la démonstration que cela est possible. Parce que ce n'est pas pour rien que son livre s'appelle Révolution. Alors, ce n'est pas une révolution violente, c'est une révolution par la volonté de convaincre, de tenir compte de l'histoire de notre pays, de cette histoire exceptionnelle, de cette volonté du pays de ne pas renoncer à ce qui a fait son âme, ses traditions, mais en même temps d'entrer dans la modernité. Et je vais vous dire, moi, qui suis effectivement le président du plus ancien groupe parlementaire français, j'ai eu une immense joie, un immense plaisir à donner un coup de main à cette nouvelle génération. Parce qu'autour d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup de vie, beaucoup de jeunesse, beaucoup d'espoir. Et puis, quelques personnalités comme moi. Et moi, ça a été le grand plaisir de cette élection depuis 9 mois, de donner un coup de main à cette fourmilière de jeunes qui ont envie de faire vivre de ce pays, qui ont envie de le transformer, mais sans agressivité. Et ça, je crois que c'est quelque chose de nouveau dans la vie politique. Par rapport à l'avenir du pays, je pense que c'était le bon choix. Et ce qui se passe d'ailleurs ces derniers jours en est l'illustration, parce que l'image de la France à l'étranger ces derniers jours, je pense qu'elle est meilleure que ce qu'elle était il y a encore une quinzaine de jours. Et que c'est une belle image de la France. Alors, reste à faire en sorte que ça réussisse maintenant. Bien sûr que la France
aujourd'hui, semble avoir tout à coup, comme par magie, une meilleure image à l'étranger. Mais la magie, ça n'existe pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va falloir faire ensuite pour qu'éventuellement ça marche? Derrière l'homme, il y a des structures. Les structures qui vous semblent problématiques sur les prédécesseurs, elles sont toujours là. Oui, mais quand même, un signal fort a été donné. Je crois qu'Emmanuel Macron a compris que dans ce pays, on ne pouvait pas continuer selon les méthodes que l'on a connues pendant ces 3 quinquennats. Nous avons constaté, en particulier au Parlement, que les blocages étaient systématiques. Ils viennent d'où, ces blocages? Beaucoup des habitudes, beaucoup du fait que les partis politiques se sont, il faut le dire, petit à petit sclérosés et qu'on est arrivé à des situations où des textes n'avancent pas, non pas parce qu'ils ne sont pas bons, non pas parce qu'ils ne peuvent pas être améliorés, mais parce qu'ils viennent d'un côté ou de l'autre. Alors, politiquement, moi je ne dis pas que par un coup de baguette magique, on a changé de planète, du tout. Mais je pense que cette élection a démontré que nombre de Françaises et de Français souhaitaient qu'il y ait possibilité de trouver des solutions, des accords entre des hommes et des femmes de sensibilités différentes. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Le quinquennat Sarkozy, le quinquennat Hollande, que disent les Français? Que les deux, pour des raisons diverses, n'ont pas laissé un bon souvenir et n'ont pas beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, amélioré au moins la psychologie collective. Oui, la psychologie française. Et quand même, majoritairement, ils n'ont pas envie de tenter une expérience d'extrême gauche ou d'extrême droite. Donc ils se sont dit, bah oui, il y a une opportunité d'essayer de construire une majorité avec des hommes et des femmes de sensibilités certes un peu différentes, mais capables de se mettre d'accord pour faire avancer un certain nombre de problèmes que l'on connaît et qui, aujourd'hui, n'ont pas été solutionnés. C'est une expérience peut-être un peu nouvelle, mais si on n'essaie pas dans ce pays de faire bouger les lignes. Vous savez, on avait pendant la campagne des pancartes « Bougeons les lignes ». Je crois que là aussi, les Français nous ont entendus sur ce qui était un slogan, bouger les lignes. Mais c'est dire, on peut essayer de faire avancer les choses. Si on se cantonne dans un repli à la fois psychologique, intellectuel, en considérant que ce pays est condamné à ne pas bouger. Moi, je ne suis pas pour la réforme, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, nos concitoyens en souvent assez d'entendre parler du mot réforme. Ce qu'ils veulent, ce sont des actions concrètes. Oui, en matière de réforme d'ailleurs, enfin, parlons concrètement. Vous avez été un des opposants à la réforme territoriale. Oui. Vous avez expliqué que c'était un déni de démocratie. Bon, vous attendez des décisions concrètes, par exemple, sur ce genre de choses, sur l'organisation des territoires, sur l'organisation du millefeuille territorial française. Vous pensez que là, on peut changer les choses? Il a été clair là-dessus. On a tellement subi de réformes territoriales, j'ai dit ce que j'en pensais très largement et j'ai mené un combat contre certaines réformes qui, non seulement n'ont pas fait faire d'économies, parce que le but c'était de faire des économies, on n'en a pas fait, mais aussi ont aggravé le sentiment d'abandon en accentuant l'absence de proximité. Emmanuel Macron, pendant sa campagne, il est passé un peu partout. Je crois qu'il a entendu le fait que ces réformes n'avaient pas eu un impact positif. Et on ne va pas bouleverser les choses par rapport à ça, parce que je peux vous dire que les élus locaux, le mot réforme territoriale, ça, maintenant, ils en ont jusque-là. Donc, il est vraisemblable que nous allons procéder à un certain nombre d'améliorations. Ce qu'il a dit sur département, métropole, je crois qu'il a raison de considérer que là où il y a des métropoles importantes, l'existence du département n'a plus de sens. C'est une réforme importante qui, normalement, sera menée. Il a pris des dispositions, en tout cas dans son programme, fortes en ce qui concerne la taxe d'habitation, parce que ça touche directement les Français. Il n'est pas normal qu'à capital égal, on paye 10 fois plus d'impôts locaux dans certaines de nos villes moyennes qu'à Paris, parce que beaucoup de nos concitoyens payent plus d'impôts locaux que d'impôts sur le revenu, et que ça étouffe littéralement, financièrement, toute une série de nos villes. Alors ceux qui ont protesté, parce qu'il y en a des élus locaux qui ont protesté, évidemment, ce sont ceux qui considèrent que ça risque d'avoir un impact plutôt négatif pour eux. Mais globalement, je vous assure, en tout cas, je le vis
Moi, dans le territoire qui est le mien, cette proposition a été acceptée avec beaucoup de plaisir. Il y a un autre sujet qui aurait pu vous éloigner d'Emmanuel Macron, c'est la question de la laïcité. Vous êtes dans la tradition du Parti radical de gauche, vous êtes extrêmement attaché à la laïcité à la française. Vous avez d'ailleurs étudié les différentes législations sur le blasphème. Emmanuel Macron n'a pas été particulièrement clair sur ces questions-là. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. On a pu avoir Convainquez-moi. Bien sûr que j'essaie de vous... Je vais essayer de vous convaincre très simplement. En vous rappelant que dans ces discours, on a pu avoir au départ peut-être une inquiétude. Mais il a très vite indiqué clairement que pour lui, la laïcité à la française, c'était la loi de 1905, toute la loi de 1905 et rien que la loi de 1905. Bon. Et il appliquera la loi de 1905, il ne la touchera pas et il l'appliquera complètement. D'ailleurs, je constate, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de gens, malheureusement dans ce pays, qui ont lu complètement la loi de 1905, qui a déjà été modifiée plusieurs fois depuis 1905, et qui permet de prendre un certain nombre de dispositions qui n'ont pas toujours été appliquées. Je pense en particulier aux sanctions contre ceux qui prêchent en prenant des positions contraires à l'ordre public, qui, de par la loi de 1905 existante, peuvent être poursuivis pénalement en France. Vous avez été gêné par les discours d'Emmanuel Macron, les différentes sorties sur la culture française. Il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France et elle est diverse. Ou là aussi, votre indulgence vous pousse à penser que c'était un excès de langage. Vous savez, bon, je passe plutôt pour être assez critique en général au Parlement et on me dit souvent que je suis par nature un homme d'opposition. Donc je ne veux pas passer pour étant complètement subjugué par tout ce que dit et ce que fait Emmanuel Macron. Mais non, on peut extraire de toute une campagne un certain nombre de phrases. Bon, si l'on va sur ce qu'il a dit en Algérie, on peut considérer aussi le crime contre l'humanité. Que parfois c'était pas un des meilleurs moments de la campagne électorale. Mais il ne faut pas faire des procès systématiquement. Moi, je crois qu'Emmanuel Macron a conscience, et avec ce qui lui arrive de devenir président de la République, il avait ça en lui, un farouche attachement à l'idée de nation. Et vous le verrez à l'œuvre. Et il a l'autorité pour restaurer justement la belle image de la nation. Mais on peut être très attaché à la nation, vous savez que je le suis. Bon, mon amitié avec Jean-Pierre Chevènement n'est pas inconnue. Bon, donc moi, je ne pourrais pas soutenir quelqu'un qui n'aurait pas un véritable attachement à la nation. Mais on peut être attaché à la nation et souhaiter que la nation se développe dans l'Europe et avec l'Europe. Parce que je ne pouvais pas penser que vous ne me parleriez pas de l'Europe. Vous voyez que je ne suis pas obsédée, je ne vous en parlais pas. Mais après, dans la façon dont on se développe avec l'Europe et dans l'Europe, encore faut-il pouvoir maintenir une certaine marge de manœuvre et choisir sa voie et ne pas se la faire imposer. Mais c'est autre chose. Mais disons, il y a des points sur lesquels vous avez des doutes, sur lesquels vous pourriez être inquiet. Des doutes, bien sûr que j'en ai. Ce ne sont pas des doutes que j'ai sur le bien fondé des projets les plus emblématiques de sa campagne. Ce sont évidemment des inquiétudes sur la façon dont on va pouvoir réussir, c'est-à-dire convaincre. Parce qu'il faut arriver à convaincre dans ce pays. Nous avons un pays qui est merveilleux, avec des capacités exceptionnelles, avec une géographie qui est quand même aussi extrêmement positive, notre emplacement, avec une histoire exceptionnelle, mais nous avons aussi une tradition, quand on nous dit que nous sommes des Gaulois, ça a un sens, c'est que nous avons le sens de la chicane, de la division, et puis cette difficulté à se transformer
dans la bienveillance. Les grands mouvements dans ce pays ont souvent été violents. Nous aimons les révolutions. Vous voyez la France comment dans 5 ans? Elle en sera où? La France dans 5 ans, si je veux faire de l'humour, elle viendra de réélire Emmanuel Macron pour son second mandat. Mais oui, vous verrez. Écoutez, je pense en tout cas que nous partageons un élément, c'est notre amour de la France, et que donc nous partageons le fait que nous espérons qu'Emmanuel Macron réussira. Nous ne pouvons que souhaiter cela. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Au revoir. Merci.